Bonjour, aujourd'hui je vous présente les suites. Les suites sont généralement présentées comme étant un ensemble ordonné de nombres qui sont obtenus en suivant une règle. Par exemple, l'ensemble qui suit montre les termes d'une suite exprimés en extension. Qu'est-ce que ça veut dire exprimé en extension? Ça veut dire qu'on énumère en ordre chacun des termes entre accolades. On remarque ici que la règle qui est suivie, c'est qu'au numérateur, on additionne toujours 3 pour obtenir le terme suivant, la partie du numérateur du terme suivant, tandis qu'au dénominateur, on va toujours multiplier par 2 le dénominateur précédent pour obtenir le suivant. Donc, comme il y a une règle qui est suivie, on a une suite. De façon plus formelle, on va définir une suite comme étant une fonction, dont le domaine, c'est un sous-ensemble de nombres consécutifs des naturels, et dont l'image, c'est un sous-ensemble de réels. Alors, on a vraiment une différence importante ici par rapport aux fonctions qu'on est habitué de voir en général. On n'a pas un domaine réel, on a un domaine de naturel qui va être jumelé à des nombres réels. La notation qu'on emploie pour les suites maintenant, ça peut être une notation fonctionnelle, donc f de n est égal à a indice n, où le a indice n, c'est le terme général de la suite, c'est une expression qui montre la recette pour passer d'un terme à l'autre dans la suite. Ou bien on peut prendre ce terme général-là et tout simplement le placer entre accolades. C'est ce qu'on va voir plus souvent. On peut aussi, comme dans l'exemple qui était présenté en haut de cette page-là, juste donner les quelques premiers termes de la suite entre accolades et terminer avec 3 petits points comme ça pour nous dire que ça va se continuer jusqu'à l'infini. Une fois qu'on sait ce que c'est une suite, c'est bien de savoir qu'on peut la représenter graphiquement, comme une autre fonction. Sauf que pour la représenter graphiquement, comme les valeurs de x, les valeurs d'entrée, si on veut, les valeurs de n, la variable indépendante, ce sont des naturels, mais ça va être des points qui vont être utilisés pour tracer, dans le fond, sur un graphique, la représentation de la suite, puisqu'on n'a pas des valeurs qui sont continues en entrée. Là. Okay? Donc, ce que ça donne, admettons qu'on a la suite f de n est égale à 3 à la n sur n, où les n commencent à 2. Okay? Donc, on a dit là, le domaine, c'est les valeurs de n, donc c'est les valeurs qu'on va placer en entrée dans la fonction. Pour obtenir l'image, l'image de la fonction, c'est quand on place les valeurs du domaine dans la fonction. Donc, on va aller placer le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 à la place du n, okay, dans le modèle de la fonction comme ceci. Et pour savoir ce que ça donne, on fait le calcul, on utilise la règle de la fonction. Donc, on va avoir 3 à la 2 sur 2, 3 à la 3 sur 3, ainsi de suite. Ça va être tous nos termes de notre suite. Si on fait le calcul, on arrive à 9 demi, 27 tiers, 81 quarts, etc. Donc, cette dernière expression, donc l'énumération de tous les termes de la suite, c'est vraiment l'image de la suite. Si on groupe maintenant les éléments du domaine avec leurs éléments associés là, dans l'image, on va avoir les couples 2 est associé à 9 demi, 3 est associé à 27 tiers, etc. Donc, on a les couples ici qui peuvent être représentés comme des points dans un plan cartésien. C'est ce qu'on voit ici. On voit chacun des points qui sont représentés, puis on pourrait en avoir comme ça une infinité qui suivrait là, la courbure qu'on observe, mais ce n'est pas relié par des traits ni rien de ça, c'est parce que le domaine, il est discret, hein? C'est 2, 3, 4, 5, 6, donc il y a juste vis-à-vis les valeurs 2, 3, 4, 5, 6, ainsi de suite, qu'il y aura des points. Bon, là, ça va bien, on a le terme général de la suite, mais quand on l'a pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc, comment on fait pour déterminer ce fameux terme général? Prenons un exemple. On a ici les termes d'une suite donnée en extension. On veut trouver la recette, le terme général qui permet d'arriver à ça. Pour y arriver, il y a un truc très important qu'il faut connaître, c'est qu'il faut toujours essayer de modéliser séparément les signes des termes, les dénominateurs et les numérateurs, tout ça séparément. On regarde une chose à la fois. Alors, les signes ici, c'est tout positif, on n'a rien à faire à ce niveau-là. Pour le dénominateur, on observe qu'on a 2, 3, 4, 5, et là, on réalise que, dans le fond, le 2 du départ pourrait être mis sur 1, parce que 2 sur 1, c'est pareil comme 2. Alors, à ce moment-là, on voit que les valeurs en entrée sont 1, 2, 3, 4, 5, qui sont associées directement aux valeurs du dénominateur. C'est bien de toujours placer comme ça ici, en bas de votre suite, les valeurs du domaine. Okay? C'est comme des compteurs de termes, si on veut, ou des rangs de termes. Donc, le premier terme, il a comme dénominateur 1, le deuxième a comme dénominateur 2, donc c'est carrément les valeurs de n
qui vont venir modéliser la façon de générer le dénominateur. Au numérateur maintenant, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut observer ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe d'un numérateur à l'autre? C'est qu'on additionne toujours 3. Quand on fait une addition répétée, pour passer d'un terme à l'autre ou d'une partie de terme à l'autre, on a ce qu'on appelle une progression arithmétique. Ici, la progression arithmétique s'observe seulement au niveau du numérateur. Donc, pour modéliser cette partie-là, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on sait que additionner 3 plusieurs fois, c'est comme multiplier par 3. Qu'est-ce qu'on va multiplier par 3? Le compteur, le n. Et ensuite, on va ajouter c. Okay? Donc, à toutes les fois qu'on additionne toujours une même quantité pour obtenir la prochaine, on a une progression arithmétique qui se modélise par la quantité qu'on additionne multipliée par n plus c. Pour trouver le c, on va prendre un couple connu. On sait par exemple, c'est comme une condition initiale, on sait que quand n vaut 1, ben, l'image, ça va être 2. Okay? Donc, si n est égal à 1, il va falloir que notre 3n plus c donne 2. Donc, 3 fois n qui vaut 1 plus c donne 2. On peut isoler c là-dedans. On va avoir moins 1. Ce qui fait que notre modèle va être 3n moins 1. Et si on l'essaie, c'est toujours bien de se vérifier par la suite, quand n vaut 1, on a 3 fois 1, 3, moins 1, 2. Quand n vaut 2, on a 2 fois 3, 6, moins 1, 5. Ça marche. On peut poursuivre le test pour les autres termes, ça va parfaitement fonctionner. On a donc trouvé ici le terme général de la suite. On sait ici que n vaut 1, alors on n'a pas besoin d'écrire en indice à quelle valeur commence le n. Quand on n'écrit rien, c'est sous-entendu que le n fait partie des naturels avec une petite étoile, c'est-à-dire les naturels en commençant par 1. Regardons maintenant un autre exemple. Si on a les termes de la suite suivante, okay, première chose, ben, ça peut être utile d'aller ajouter les dénominateurs qu'on ne voit pas. Ça peut nous aider à observer que ce qu'on a ici, c'est 1, 1, 2, 6, 24. Retenez bien cette progression, c'est la suite des factoriels. En effet, si on place les valeurs de n vis-à-vis, okay, 1, c'est la factorielle de 0, mais c'est aussi la factorielle de 1. Et 2, c'est la factorielle de 2, 6 est la factorielle de 3, 24 est la factorielle de 4. Donc, au dénominateur, qu'est-ce qu'on a? N factoriel. Maintenant, on observe aussi qu'il y a une alternance de signes, moins, plus, moins, plus. Quand il y a une alternance de signes comme ça, on va toujours le modéliser soit par moins 1 à la n ou moins 1 à la n plus 1. Ici, qu'est-ce qu'on choisit entre les deux? Bien, ça dépend de notre compteur. Ici, on a dit que n commençait à 0, on l'a indiqué ici en indice. Okay? Alors, pour que ça fonctionne, on sait qu'on commence par un négatif. On a moins 1 à la 0. Ah non, ça va être positif, ça va faire 1. Si on prend moins 1 à la 0 plus 1, on va avoir moins 1 à la 1, ça fait moins 1, c'est négatif, ça fonctionne. Alors, c'est le moins 1 à la n plus 1 qui va être retenu dans ce cas-ci. On continue. Ensuite, qu'est-ce qui se passe avec nos numérateurs en valeur absolue? Bien, pour passer de 2 à 4 à 8, on observe qu'on multiplie toujours par 2. Quand on multiplie toujours par le même nombre pour passer au suivant, on a une progression géométrique. Comment on modélise ça? Bien, une multiplication par 2 qui est répétée, c'est comme 2 avec un exposant. Donc, on a une forme exponentielle, 2 à la n plus c. Encore une fois, on a un petit ajustement ici avec le c qui est possible dépendamment de la valeur de départ du n. On fait comme tout à l'heure, on se prend un couple. On sait que lorsque n vaut 0, ben, il faudra que notre image soit 2. Donc, on a 2 à la 0 plus c donne 2. Ça n'a pas le choix à ce moment-là que le c vale 1. Donc, le modèle va être 2 à la n plus 1. Et si vous faites le test, vous allez voir que ce terme général-là modélise parfaitement cette suite. Ici, on remarque aussi que moins 1 et 2 ont exactement les mêmes exposants. On pourrait donc faire moins 2 à la n plus 1 au lieu du gros numérateur qu'on a ici. Mais on peut le laisser comme ça aussi. Il y a souvent plusieurs façons d'écrire le terme général d'une même suite. Un dernier exemple. Prenons la suite des moins 3 septièmes, moins 8 neuvièmes, etc. On observe que tous les termes sont négatifs, donc plaçons tout simplement un moins devant. Ensuite,
on peut voir que le numérateur n'est pas si évident à identifier, mais il faut savoir que souvent, les carrés ou les cubes vont être utilisés, et parfois plus ou moins une certaine constante. Voyez-vous ici, on a 3, 8, 15, 24. C'est proche de 4, 9, 16, 25. En fait, c'est nos carrés ici, auxquels on a enlevé 1. Voyez-vous ici, c'est 4 moins 1, 9 moins 1, 16 moins 1, 25 moins 1, etc. Donc, ce sont les carrés moins 1. Mais les carrés à partir de 4, donc les carrés de 2 et plus. Donc, ce serait bien de commencer notre n à 2 cette fois-ci. OK? Donc, si on commence bien notre n à 2, on va l'indiquer. On va avoir les carrés moins 1. Si on teste, on commence à 2. 2 à la 2, ça fait 4, moins 1, 3. 3 ici à la 2, ça fait 9, moins 1, 8. Ça fonctionne bien. Au dénominateur, on observe les plus 2, on a déjà vu ça, c'est une progression arithmétique. Donc, on utilise 2n plus c. On sait que si n vaut 2, il faudra que le dénominateur soit 7. Donc, c va valoir 3 et on aura 2n plus 3 au dénominateur. Donc, avec ces trucs-là, ou en les mélangeant, vous devriez être capable de toujours trouver le terme général d'une suite. En résumé, on peut dire qu'une suite engendre un ensemble ordonné de nombres réels qu'on détermine à l'aide d'une règle qu'on appelle son terme général et qu'on note A indice n. Pour trouver le terme général d'une suite, on veut impérativement modéliser séparément les signes, soit par moins 1 à la n ou moins 1 à la n plus 1 s'il y a une alternance de signes. Sinon, si c'est toujours positif ou négatif, on a juste à mettre un plus ou un moins devant notre terme général. Ensuite, on veut modéliser séparément aussi les numérateurs et les dénominateurs. Donc, toujours 3 étapes. Les numérateurs et les dénominateurs, eux, vont être obtenus souvent avec une des progressions suivantes, soit une progression arithmétique, quand on observe qu'on a toujours une addition d'une même quantité. À ce moment-là, on va avoir quelque chose de linéaire comme modèle, an plus c. Si on a une multiplication par une constante, on a une progression géométrique, et là, on a une modélisation qui se fait avec une forme exponentielle. On utilise aussi souvent la suite des carrés ou des cubes, plus ou moins une certaine constante, ou bien la suite des factoriels. On peut aussi mélanger ces différents types de progression. Vous pourriez, par exemple, avoir les factoriels, mais mélangés avec une progression arithmétique. Par exemple, la factorielle des nombres impairs ou la factorielle des nombres pairs, par exemple. Donc, je vous laisse vous entraîner à trouver des termes généraux de suite. Au revoir.